Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Bonjour Anne. Bonjour Alex. Acceptez notre invitation sur le Salon Infirmier. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, avec plaisir. Donc Anne Beignet. Je suis aujourd'hui experte en protection sociale à la Commission européenne. Et auparavant, j'ai été en cabinet ministériel avec la ministre Agnès Buzyn. Oui. Presque 7 ans au Parlement à la Commission des Affaires sociales avec les rapporteurs PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, je précise, je préfère avant. Oui. Et initialement, je suis enseignante-chercheuse en histoire. Voilà, il va falloir que tu nous expliques un peu ton parcours. Mais on commence toujours à la question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la santé? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette branche-là, qui est particulière quand même? D'autant plus quand tu viens de l'histoire, tu vois. Oui, alors, bon. Ma thèse portait en partie sur la médecine militaire. Ah. Mais c'est pas ça. Là, c'est plus personnel. Des petits soucis de santé depuis que je suis jeune. Épileptique, rien de dramatique. Mais donc, en tout cas, une habituée du système de santé depuis mon plus jeune âge. En plus, j'habitais à La Réunion, donc avec, on va dire, des prises en charge très particulières où on avait notre camion scanner voilà, qui sillonnait l'île. Voilà, c'était des souvenirs. Donc, de ce fait, je pense que voilà, quand je suis arrivée en métropole, j'ai continué d'enseigner. À un moment donné, j'ai fait un peu les deux. J'étais au Sénat et à l'université. Et à un moment donné, je crois que voilà, il y a toujours cette passion de l'histoire. Maintenant, qui est on va dire plutôt un hobby. Et je suis tombée un peu dans ce domaine de la santé du fait, je pense, de mon expérience personnelle, même si je n'en parle pas habituellement. Oh, bah, c'était gentil du coup de nous partager ça. Ça doit te faire la 3e fois que je le mentionne en 15 ans de carrière. On a une exclue. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Du coup, explique-nous un peu ton enfance, où est-ce que tu as grandi, comment c'était, parce qu'on dit que tu viens de La Réunion. J'imagine qu'il y a plein du coup de chocs culturels entre La Réunion, la métropole, plus Paris. Oui, bah écoute, donc La Réunion, voilà, j'ai fait toutes mes études à La Réunion, voilà, jusqu'à ma thèse. Y compris la fac? Oui, oui, j'ai fait la fac de La Réunion. J'avais pas envie de partir de chez moi, de mon île. Après, j'avais l'habitude quand même de voyager grâce à mes parents, mais j'étais pas une grande fan, en effet, de la métropole à la base. Je vois pas pourquoi. J'aime pas le froid. Mais tu sais que mon premier job donc d'enseignante-chercheuse, c'était à l'université de Nouméa. Alors, j'avais le choix entre Nouméa et Brest, et je m'excuse auprès des Brestois. J'ai fait le choix de Nouméa. Oh mince! Plus déjà pour rester près de ma famille, il y avait un avion qui faisait Réunion-Nouméa, qui venait d'ailleurs d'ouvrir la ligne, et j'avais l'impression de rester un peu plus chez moi encore. Et après cette année là-bas, j'ai compris qu'il fallait peut-être que j'ouvre un peu plus mes horizons, et que malheureusement, bon, si tu connais un peu le contexte voilà, de l'outre-mer, voilà, toujours des difficultés au niveau du travail. Donc à un moment donné, et puis surtout quand tu as envie d'être un peu ambitieux ou ambitieuse. Pas forcément, mais à un moment donné. Des fois, il y a des cursus qui sont obligés de passer par. À l'université des postes, t'en as pas, il n'y a pas pléthore de postes. L'histoire, c'est pas non plus la filière la plus qui est très intéressante, mais qui est pas la plus demandée. Donc à un moment donné, tu es obligé de te tourner vers la métropole, ce qui n'est pas du tout un mal, au contraire. Après, ça a été que des super découvertes et des belles rencontres. Quand tu commences tes études d'histoire, ton objectif, c'était quoi? D'être enseignante-chercheuse. Enseignante-chercheuse, oui, ouais, c'était ma passion. Voilà, aller avoir la tête dans les archives, j'adorais ça, quoi. Mais voilà, j'aimais beaucoup de choses. Très manuel aussi. À un moment donné, j'avais envie de faire aussi à côté architecte. Donc, plein d'idées. J'ai été très solitaire, beaucoup avec ma maman, du fait de mes problèmes de santé. Parce que les enfants ne sont pas très sympathiques entre eux. Et il y a plus de 30 ans, enfin 20 ans maintenant, 20-25 ans, l'épilepsie, c'était encore un sujet. Peu tabou. Et puis, quand tu as des crises devant les autres, c'est pas terrible. Maintenant adulte, c'est pas terrible pour ton image de marque. C'est pas terrible, voilà, tu donnes une image de toi qui n'est pas forcément celle que tu as envie de renvoyer. Même les professeurs aussi, parce que finalement, tu deviens presque un peu gênant
Ouais. Voilà, tu t'empêches le bon déroulé du cours, tu empêches. Tu as aussi une façon d'apprendre qui est différente. Donc, de ce fait, un petit peu, voilà, j'avoue, tu vois, je me lis vraiment là. Un peu renfermée sur moi. J'aimais rentrer chez moi, être avec ma maman, enfin, être avec mes parents. Bon, mon père voyageait beaucoup, mais voilà, être avec ma maman. Et donc, de ce fait, je faisais beaucoup d'activités. Plutôt voilà, la musique, du dessin, des choses très solitaires. Voilà. T'as une spécialité, une période historique de spécialisation ou pas du tout? 16e, 18e, mais plutôt, donc ma thèse était sur le 18e siècle, langue française. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est vaste sujet aussi là, il y a beaucoup de choses à Ouais, mais voir, pareil, puis de la passion, et puis bon, mon île étant voilà, un melting pot de culture, notamment avec une grosse partie de culture indienne aussi. Voilà, pour moi, c'était normal de travailler sur des sujets dans la zone océan Indien qui me rappelait aussi mon île. Et du coup, alors, comment tu passes de Nouméa, t'arrives en métropole? J'arrive en métropole, l'université de Caen. Ok. Où j'ai enseigné. Nouméa Caen, ça doit faire drôle, hein? Ouais, alors je me suis installée sur Paris. Là, l'université de Caen avait été très sympa. Ils m'avaient mis mes cours sur une journée entière. Comme ça me libérait le reste du temps. Je faisais les allers-retours quand même, 5h du matin, 22h. Ouais, c'est des belles journées. Ouais. Et puis à côté, j'avais un autre job parce que le loyer à Paris, il faut le payer. Voilà, bon, pour ceux qui nous regardent, les salaires universitaires, malheureusement. Voilà, c'est un peu comme les salaires j'ai envie de dire, des professionnels de santé. Oui, c'est ça. Voilà, on fait passer carrière pour devenir riche. Suite, mais c'est pas pour autant que. Mais on fait pas ça pour ça. On fait ça vraiment par passion et puis pour ces jeunes qui sont formidables et on sent que tu peux, voilà, tu sens des talents. Émerger. Que tu peux arriver à tirer et ça c'était formidable. Donc à côté ensuite je travaillais aussi au secrétariat d'État aux anciens combattants où je rédigeais des articles pour la revue c'est Chemin de la mémoire. C'est un poste que tu as trouvé comment? Par hasard. Ah ouais. Je cherchais des petites annonces. Oui, voilà, on va dire comme ça, voilà. Pas sur 36-15, hein, attention. Non, c'est pas le même. Donc, et un jour, ils m'ont dit oui, on aurait. Bon, je pense que maintenant il y a prescription, ça s'est passé il y a plus de 10 ans. On aurait besoin de toi, il faudrait que tu te fasses passer pour une étudiante. Et je dis oui, mais j'enseigne, c'est pas grave. Bon, en même temps, je devais avoir 25 ans. Et il me dit oui, pour que tu fasses un discours avec le ministre de la Défense et Gérard Larcher. En mémoire aux jeunes résistants de la guerre. Voilà, les jeunes étudiants résistants. Ok, d'accord. Je fais mon discours. Bon, bien évidemment, comme c'est un peu mon domaine, j'écris, je pense, bien mon discours. D'ailleurs, le président Larcher et le ministre de l'époque étaient venus en me disant beau discours. Beau discours. Je dis merci, c'est gentil. Et de là, en fait, j'ai des personnes du Sénat qui m'ont repérée et de fil en aiguille, je suis arrivée donc auprès de la sénatrice d'ailleurs qui était de La Réunion et qui était rapporteure d'une partie du projet de loi de finances de la sécurité sociale. D'accord. Voilà. Ensuite, je suis passée avec un autre sénateur rapporteur tout le temps. Enfin voilà, j'ai donc commission des affaires sociales. Et du coup, c'était quoi ta mission auprès de ces sénateurs-là? Alors là, nous, c'était le suivi du budget de la sécurité sociale, bien entendu, la rédaction des amendements, de notes techniques, les discours, que le sénateur va lire dans l'hémicycle, les questions qui vont être posées pendant les auditions lors de la commission des affaires sociales. Et puis, je suis tombée vraiment sur des gens, on va dire, formidables parce qu'ils m'ont laissé une totale liberté. Et là, j'ai commencé, si tu veux, à transposer ma méthodologie universitaire dans ce domaine-là, à commencer à chercher, à voir qu'on pouvait développer, les trous dans la raquette à combler, donc à faire beaucoup de propositions de loi, des rapports, des notes, me faire auditionner, même pour, je me souviens, j'avais Dominique Voynet qui m'avait auditionné dans le cadre de la santé visuelle parce qu'elle avait vu que j'avais fait une proposition de loi sur le sujet. Donc voilà, au final, ça a bien pris. Et je remercie ces personnes qui m'ont vraiment donné aussi cette... Qui t'ont laissé un peu déployer tes ailes et prendre cette grande confiance, et puis de dire...
voilà, elle gère et c'est là où tu te dis Elle qu'en fait le fait, taf, donc. oui, puis je pense qu'il devait voir que j'étais bien, Ouais, que bien j'étais sûr. heureuse, qu'il n'y avait pas besoin. Donc là aussi, tu vois, on parlait d'engagement et leadership et j'insistais ça dans l'article Ouais. auquel j'ai écrit le bouquin. Je pense voilà, la liberté et la confiance que tu donnes aux gens, c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr. Il faut qu'on trouve du sens et voilà, c'est cette liberté que tu vas pouvoir gagner tout en donnant aussi en échange, bien entendu, le travail et le sérieux que tu dois donner quoi, en tant qu'expert ou en tant que conseiller. Donc voilà le début. Non, mais c'est comme quoi, en fait, c'est le hasard qui a fait. Enfin, le hasard. Et le travail, quoi. Je veux dire, t'as saisi une opportunité. Franchement, j'ai envie de te dire, il y a du hasard, de la chance et beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est. T'as envie de dire, des fois, je sais pas, t'as le timing. C'est ça. T'as l'opportunité, tu l'as saisie. Oui, parce que j'avais aucun réseau. Ma famille, mon frère et mon père et mes grands-parents étaient dans les voitures. Donc rien à voir. Venant de la Réunion, je n'avais pas de réseau dans ce milieu-là. Pas fille d'eux, pas machin. Ah, pas du tout. Voilà. Non. Donc, comme quoi, très c'est fière aussi... de mes parents, mais. Non, mais voilà, comme quoi, on peut faire des grandes choses. Venant d'un petit bout de caillou à l'autre bout de la planète, oui. Bah ouais, donc c'est ça qui est assez impressionnant. Et donc, du coup, tu fais un peu tes armes, et ensuite? Oui, et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Et oui, le cabinet de Madame la ministre Agnès Buzyn souhaiterait vous recevoir. Là, je dis, waouh, ah ouais. Et là, bon, bah. Moi, vous êtes sûr? Je suis d'accord. Oui, non, mais j'ai un collègue, d'ailleurs, c'est très drôle, Jacques Olivier. C'est la ministre directement qui l'avait appelé. Il était en voiture et en fait, il a cru que c'était un de ses copains qui lui faisait une blague. Il a failli lui dire arrête de te foutre de moi. En fait, il a dit attendez, je vous rappelle dans 5 minutes. Le temps il a intégré l'information. Oui. Mais c'était assez drôle. C'est le genre de choses où tu t'y attends pas. Ah bah pas du tout. Et donc voilà, j'ai envie de te dire, je crois que j'avais passé 4 entretiens en 2 jours. Ah oui. Et là, je connaissais Madame Buzyn de nom et je l'avais déjà vue dans des auditions au Sénat et j'admirais beaucoup cette personne. En fait, je me disais, waouh, quelle carrière, quelle femme. Et quand j'ai rencontré Agnès Buzyn, j'ai rencontré le directeur de cabinet aussi qui m'a fait confiance, Gilles de Margerie. Et là, je sais pas, tu te dis, ces gens, il y a quelque chose, quoi. Et là, tu te dis, mais je peux pas laisser passer une occasion comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est des gens qui sont inspirants, qui ont. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Quand j'ai eu mon entretien avec Agnès Buzyn, mais elle aussi, bon, on est resté bien sûr très, très proches, en contact, on se voit régulièrement, et il y a eu quelque chose. Ouais. Et tu te dis, je sais pas. Il y a eu une rencontre humaine, quoi. Oui. Tu dis, on partage la même vision, les mêmes valeurs, ce qui est rare. Et c'est ce qu'il faut que tu trouves. Après, je critique pas, mais j'ai refaire du cabinet ministériel pour faire du cabinet. Personnellement, j'y trouverais pas mon compte. Là, j'ai trouvé en fait une personne où je partageais les convictions, la vision, les valeurs. Et en plus, qui a su créer une super équipe. On n'était que 10. Un énorme ministère. Et puis pour des événements compliqués. Quotidiennement, hein, on va pas se le cacher. Voilà, tous les jours, tu as des choses à gérer. Mais qui est un ministère absolument sublime. Je pense que, franchement, c'est pas parce que c'est notre milieu, mais je pense que c'est le plus beau en termes humains. En termes de vision et de valeurs, et de mission. C'est quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que c'est parce que ça nous touche particulièrement, mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où... Je pense quand même qu'au niveau humain et toutes ces valeurs qu'on draine derrière nous, c'est ça qui est formidable. Donc, le dimanche, alors on m'avait dit qu'on allait me donner la réponse le lundi, et le dimanche, je crois que ça devait être vers entre 13h et 14h, j'ai eu le coup de téléphone pour me dire que j'étais prise. Et là, je crois que tout mon quartier m'a entendu. Là, ça a été, je sais pas. Là, je me suis dit, comme quoi, le travail et la passion, ça paie, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu comprenais déjà les missions que tu aurais, ce que tu allais faire? Mais du tout.
du tout. Alors, vraiment, et je savais pas du tout ce que c'était qu'un conseiller ministériel. Je me disais, mais en fait, que fait un conseiller ministériel? C'est un métier qu'on connaît pas. Ouais, mais T'as pas t'as pas de fiche. Il n'y a pas de fiche de poste établie. Donc, tu dis, bon, là, tu commences à avoir un organigramme. Tu te dis, oula, mais comment je vais faire pour m'en sortir avec toutes ces directions, tous ces bureaux, tous ces. Et en même temps, tu dois dire, ah, moi, je suis écrit là. Oui, dans le petit bout là. Ouais, en fait, tu vois même plus. Quoi. T'es là, tu te dis, bon, attends, faut que j'imprime tout cet écosystème d'un coup. On était que 10 alors que tu avais des cabinets avant de 30, 40, 50, 60 personnes. Donc là, c'était quand même... bon, c'est un challenge aussi. Mais un beau challenge parce qu'on a vraiment hyper bien collaboré, redonné finalement aux directions centrales leur pleine position, leur plein pouvoir. Et c'était l'objectif. C'est pas au cabinet de gérer, de remplacer les administrations centrales, l'administration centrale. Non, clairement. Donc, de ce fait, c'est vrai qu'on a hyper bien collaboré tous ensemble. Ça, c'était très agréable. Et c'est là que je vais commencer en fait à faire des posts sur LinkedIn pour un peu partager et faire que les gens, on lève un peu le voile sur qui sont ces gens en fait, qui sont ces gens qui sont derrière et qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais, les hommes et les femmes de l'ombre qui sont... Oui, mais qui sont, il y a la ministre ou le ministre, mais il y a tous ces gens, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas qui ils sont. Et je me suis dit, on va un peu montrer ce quotidien, expliquer aussi toutes ces stratégies, ces réformes qu'on met en œuvre et pouvoir peut-être la suivre de A à Z et finalement s'imprégner plus facilement des choses. Et surtout, je voulais essayer de garder. Alors, on avait des visites quasiment quotidiennes dans les établissements ou sur le terrain avec des acteurs libéraux ou autres, ou associatifs ou de l'action sociale. Mais c'était aussi pour permettre de garder un lien plus large et aussi que les gens puissent nous contacter. Donc, c'est vrai qu'avec Yann Bubien et moi, on était assez présents. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'on répondait aux gens. On ne faisait pas que poster. Donc, les gens pouvaient nous contacter. C'était une porte d'entrée, quoi. Sur tout sujet. Des fois, j'ai même réglé des histoires où on m'a demandé, mais mon mari, il n'y en a plus tel traitement, c'est en rupture de stock. Et où je dis, mais normalement, il y a tel médicament de substitution et leur médecin n'était pas forcément au courant parce qu'ils sont assaillis de mails de toutes les agences et que bon, ils ont autre chose à faire de leur journée que de dire tout ça, bien sûr. Et voilà, ils me dire, ah mais merci beaucoup, en effet, on a pu avoir ce traitement. Enfin, vraiment, ça allait vraiment dans tous les domaines. Donc, et ça a été aussi une très belle aventure. Bien sûr. Et ça aussi, ça a été un très gros, si tu veux... Alors là, on n'était plus sur du hasard, mais c'est vrai que de mettre en avant tout ce qu'on pouvait faire et tout ce que les acteurs faisaient avec nous, toutes les missions qui nous étaient confiées et le but... puis l'envers du décor qu'on ne voit pas systématiquement. Oui, et puis je pense le côté aussi spontané et présent, ça a fait qu'en fait, j'ai plein de gens qui m'ont contacté pour me proposer plein d'autres choses derrière. Donc c'est comme ça que j'ai fini sur BFM Business les samedis pour décoder techniquement les réformes. C'était une super aventure. J'étais meilleure contributrice LinkedIn en 2018. Je sais pas, j'ai jamais fait de communication dans ma vie. Et après, tu as délivré de la valeur en fait. Mais ça n'arrêtait pas. Et tu te dis, finalement, en véhiculant tes valeurs et ta passion, tu captes des gens et tu as des opportunités qui arrivent sous tes yeux. Mais je pense qu'il faut rester soi-même, vraiment. C'est ce que je dis aussi dans Innovation et Communication en santé, dans le bouquin. Poster pour poster, je vois pas l'intérêt. Mais c'est mon opinion. Faut poster quand on a quelque chose de vraiment de pertinent à dire, de spontané, rester soi-même. Ne pas le faire dans un but de véhiculer une image personnelle, mais un message veut faire passer. Et montrer aussi tous les gens qui nous accompagnent. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas tout seul, en fait. Ah ben, on n'est jamais tout seul. Des fois, oui. Non, mais... Des fois, oui, on est dans une grande solitude. Mais il y a quand même tous ces gens formidables qu'on rencontre au quotidien et qui font que c'est eux qui nous donnent la niaque d'aller toujours plus loin, quoi. Et du coup, ton quotidien, quand tu es au cabinet,
C'est quoi? Beaucoup de choses. S'il y en a un de quotidien, parce que écoute, plus dormir. C'est ça. Déjà, tu gagnes 8 heures par jour. Exactement. Plus dormir. Écoute, c'était gérer. En plus, bon, comme on était que 10, enfin 8 conseillers, globalement, on remplaçait 5 personnes chacun. Ouais. Donc moi, j'avais donc tout ce qui était prévention, donc addiction, nutrition, outre-mer. Mais on s'était séparés parce que j'avais mon collègue qui était guadeloupéen, qui était médecin. Donc, bon, de ce fait, on avait une bonne connaissance de l'outre-mer aussi. Donc, moi, je m'étais plutôt pris Réunion, Mayotte, parce que je connaissais bien. Et lui, plutôt côté Antilles. Et Antilles, voilà, qui connaissait bien aussi. Donc, ça, par contre, ça a été très utile. Ah ben, oui. Voilà, parce que c'est vrai que quand les acteurs savent que tu connais bien leur territoire et que tu viens de... ça fluidifie tout de suite les échanges. Et puis, ça a du sens aussi. Bien, mais moi, je trouve que c'est très important. Là-dessus aussi, je salue aussi la ministre d'avoir eu cette présence d'esprit de penser à couvrir un petit peu toute à la France dans sa globalité. Toute la France, en partie. Et ça, c'était important. Donc, je m'occupais de tous les textes au Parlement. Vu que je venais du Parlement initialement. Donc là, tu es déjà très occupé par le projet de loi de finances de la sécurité sociale sur septembre-décembre. Mais ensuite, après, on va dire à partir du mercredi, jeudi, on était plutôt sur le terrain. Et puis des gestions de crise, on va dire. On a démarré très fortement avec Irma. Voilà, puis le chute de Guadeloupe. Qui avait brûlé. Quand je faisais les astreintes, donc assez régulièrement, parce que comme on était une petite équipe, à un moment donné, j'ai même ma chef de cab qui me dit, Anne, elle me dit, je crois qu'on va te retirer les astreintes. Elle me dit, dès que tu es d'astreinte, il y arrive un truc. Il n'y a que des... Elle me dit, tu dois être le chat noir de l'équipe. Je dis, écoute, je sais pas, mais à chaque fois, c'est... À chaque fois, ça tombait sur toi? Ah, mais Irma... le chute de Guadeloupe, je suis pas sûre que c'était moi, mais il y avait on a cru un acte terroriste, un monsieur qui avait foncé dans une pizzeria, je me rappelle, une petite fille avait été décédée sur le coup, c'était terrible. Il avait fallu des hélicoptères pour élitroyer les parents, c'était... Irma, bon, pareil, j'étais allée en cellule de crise à Beauvau, il paraît, t'es pas formé à ça. Donc en fait, tu te prends tout et tu te dis, il faut que je gère. Faut que je gère la pression, il faut que je gère la gestion de crise alors que je ne suis pas formée à ça. Donc en fait, soit tu tiens le coup et tu emmagasines. Soit en effet, oui, il y en a qui se disent non, je sais faire pour moi, mais ce qui peut tout à fait arriver, et ce qui n'est absolument pas une critique ou quelque chose de... Des fois, je pense qu'il faut être conscient de ses limites, et c'est pas parce qu'on est dépassé par une situation, un sujet, un machin, qu'on n'est pas bon à faire plein d'autres choses. À un moment donné, de toute façon, tu dis stop parce que ton corps te dit stop. Te dit, écoute, t'es bien gentil, mais là, rentrer à 2 h du matin, voire 3-4 heures pendant le projet de loi de finances de la Sécu, t'es sur le front, finalement, t'as plus que le dimanche après-midi où t'essayes un peu et puis t'as plus envie de voir personne. Ah bah oui, tu vois tellement de monde, de rendez-vous, de discussions, que quand tu rentres, t'as envie de juste dire stop de te mettre dans ta bulle. Stop. Alors, je prenais 1 heure pour encore poster quelque chose et répondre aux gens. D'ailleurs, les gens s'inquiétaient en me disant, mais vous nous répondez à 3 h du matin, c'est normal? Oui, bon, en même temps, en fait, c'est mon seul créneau de dispo. Voilà. Mais je le dis en plaisantant, et c'est pas... Voilà, mais écoute, c'était... j'ai envie de te dire, il n'y a aucune journée qui était identique. C'était... mais on avait, franchement, je le redis, des équipes dans les administrations, que ce soit la DGS, la DGOS, la DSS. Franchement, la DGCS, des équipes qui étaient vraiment... en tout cas, moi, tout cas, les bureaux avec lesquels je bossais, les gens étaient vraiment top. M'accompagnaient dans les réunions interministérielles. Oui, et sans eux, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, vraiment. Parce que c'est vrai que du coup, tu te lances dans un projet où finalement, tu sais pas ce qu'attendre, tu sais pas comment tu vas être sollicité, tu sais pas... Et en fait, tu as passé ton temps à t'adapter à tout l'environnement. En fait, c'est un métier d'adaptation H24, quoi. Je veux dire, tout comme le ministre ou la ministre ne peut pas tout savoir sur tout, faut être logique à un moment donné. C'est un être humain, t'es sûr? Mais oui, voilà, oui, je te le confirme. Ce n'est pas un cyborg. Non, mais nous, sur nos sujets, on est plutôt experts, mais on va pas
l'être autant que les services qui sont au courant et qui ont tout devant les yeux, qui sont H24 qui suivent les sujets H24. Alors que nous, on était sur plusieurs sujets en même temps. Donc, forcément, quand ils nous accompagnent en réunion, bien souvent, je cédais la parole en disant tiens, je te laisse prendre la parole parce que là, tu en sais plus que moi. Et c'est un travail d'équipe. Et surtout, c'est ça. C'est pas parce que tu es au 7e étage et que tu es dans ta tour d'ivoire. Là, si c'est ça, là, bon, t'es sûr que c'est foutu et tu laisseras pas, je pense, une très bonne image de ton passage. Et puis même pour toi, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Il faut garder un peu d'humilité et savoir où est ton niveau de compétence et d'expertise et où les autres sont meilleurs que toi. Je sais pas quoi. Voilà, je peux pas. Ça demande une dose d'humilité, de dire je sais pas. Hein. Ah bah, même dans mes missions, tu vois, à l'international, des fois, c'est vrai qu'ils nous posent des questions qui déborde du champ de la protection sociale. Et bien, les dernières fois, au Kosovo, je lui ai dit, écoutez, là, il m'interrogeait sur des problèmes de système bancaire. Je lui ai dit, écoutez, là, malheureusement, très humblement, je peux rien faire. J'ai aucune compétence en la matière. Là, je peux rien faire pour vous. Mais même sur d'autres sujets qui sont dans nos thématiques, tu peux pas, bien entendu, avoir une connaissance fine à 150% de tout. Donc, des fois, bien entendu, tu dis, est-ce que je peux vous répondre demain? Il faut que je fasse mes recherches. Donc, mais c'est normal. Mais tu apprends tout le temps et c'est ça qui est passionnant. C'est que tu n'arrêtes jamais, en fait. Et c'était quoi tes gros challenges au cabinet du ministère? Mayotte. Mais ça, c'était aussi... C'est pas tout à fait chez toi, mais c'est tes voisins. Oui, c'est ça. C'est un peu les cousins, quoi. Donc, Mayotte, d'ailleurs, j'avais dit à Madame la ministre, j'ai dit, écoutez, Madame la ministre, malheureusement, voilà, Marisol Touraine n'était pas allée pendant 5 ans à Mayotte. Entre-temps, c'était devenu un département. J'ai dit, c'est vraiment, Mayotte, il faut y aller. Alors, je savais que Madame Buzyn avait soigné des patients mahorais, mais soit à La Réunion, soit en métropole. Et je lui dis, mais pour se rendre compte vraiment de ce que c'est que Mayotte, moi, j'y allais avec mes parents depuis petite, donc je savais comment c'était. On ne peut pas s'en rendre compte tant que tu n'as pas mis un pied à Mayotte. C'est un territoire très, très particulier, Mayotte. Plus grosse maternité de France. Bon, les problèmes qu'on y connaît, une population malheureusement très vulnérable. Très précaire, formidable, mais voilà, c'est un territoire qui est département depuis très récemment, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je dis vraiment, le premier déplacement pour moi, c'est Mayotte. Et ça a été le premier déplacement qu'on a fait. Donc j'étais partie avec Yann Lubien et la ministre. Donc moi, j'étais partie un peu en avant pour préparer l'arrivée et autres. Et je me souviendrai toujours c'était les infirmiers libéraux et les kinés. Qui m'avaient emmené avec eux une demi-journée dans les bidonvilles de Mamoudzou. Et là, tu prends une claque. Hein, Ah ouais. Là, tu leur tires ton chapeau, tu dis respect. Je savais déjà, mais encore plus. Et là, ça va vite dans ta tête. Tu dis, bon, ok... quand je rentre, faut que j'aille voir mon directeur de cabinet et que je dise bon là, il faut me donner les moyens pour avancer sur ces sujets-là et c'est ce qu'on a fait et j'en suis Grégory Emery m'avait aidé, il était à la DGOS à l'époque, m'avait aidé dans cette mission parce que moi je pouvais pas faire les déplacements en tant que conseillère ministérielle parce que j'avais besoin de rester et on a fait un super boulot avec en tout cas pour le milieu libéral. Et là aussi, c'est vrai qu'on m'avait donné en tout cas les moyens de modifier spécifiquement la loi pour Mayotte et répondre parce que malheureusement, il y a très peu de médecins généralistes. Et c'est finalement les médecins, les infirmiers libéraux, les kinés, les pharmaciens qui faisaient tenir un peu le système de santé. Qui pratiquaient des actes qu'ils n'avaient pas le droit normalement de pratiquer et pour lesquels on aurait pu les condamner. Donc il fallait les protéger et leur donner les moyens de continuer à faire ce don de service parce que c'est vraiment là tu te donnes pleinement. Donc Mayotte, bizarrement, c'est pas la Réunion, mais j'y pense beaucoup, mais Mayotte, ça a été. Je pense que tu peux que ressentir grandi une expérience pareille.
Ah bah Parce qu'en t'apprends fait... beaucoup de choses. Là, Ah, t'as ouais. l'impression, quand je suis sortie, j'avais l'impression que j'avais eu 10 ans de vie professionnelle. Là, c'était d'emmagasiner tellement de Après, il faut choses. dire que vu que tu travaillais 24 heures par jour, Ouais, là, forcément... ouais, 18, allez, on va dire. 18, c'est déjà pas mal. Mais ouais, puis bah, Tout va plus vite, quoi, ouais. t'emmagasines un nombre d'informations et même des fois, j'étais à côté de la ministre pour des fois lui passer les réponses au Parlement. Et des fois, je me disais, mais comment je sais ça en fait? Le cerveau est un appareil très, enfin, vraiment fabuleux. Ouais. Tu te rappelles de choses. D'où ça sort, ça? Oui, voilà, je dis bon, après je suis allée vérifier, je dis ah bah non, c'est bien ça. Non, et puis bon, il y a des moments difficiles, bien sûr, mais voilà, globalement, on n'a jamais. Enfin, moi, voilà, je m'occupais par exemple aussi de recevoir les syndicats quand on se déplaçait dans les territoires. J'ai jamais eu de soucis particuliers, d'agressivité ou quoi que ce Ouais. soit. Les gens ont des messages à nous faire passer et c'est normal, Oui. on est là pour ça. C'est pas de notre fête. Ouais. On est là, ben, mais tu récupères. Après, ça fait partie de ta mission Voilà, de tu récupérer récupères les... tout ce qui va pas. Après, je pense qu'il faut, voilà, pareil, là aussi, c'est ce que je leur dis, je vais pas vous vendre du rêve. Je vais vous dire ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, mais je vais pas commencer à vous juste à prendre promettre des monts et notes. merveilles, ouais. Je préfère être franche et dire, bon, bah, ça, je pense que je peux essayer de faire quelque chose. Là-dessus, en revanche, bah, c'est pas nous, parce que, bon, bah, il y a Bercy aussi derrière, il y a d'autres, voilà, il y a Matignon, il y a l'Élysée, il y a beaucoup de choses. Et justement, quand on vient te ramener 10 problèmes différents, comment tu le priorises? Comment tu... Écoute, je crois qu'un jour, je me rappelle, j'avais 2 écrans d'ordi différents en face de moi. Au téléphone, j'avais quelqu'un et en même temps, je tapais un SMS. Et là, je sais pas, en fait, tu es en mode automatique. Ok. T'as le pilote automatique sur les avions, bah là, tu es en mode pilotage aussi automatique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on prend des substances. Alors, je dis que non. Mais je pense que c'est l'adrénaline. Ouais. T'es sous pression, voilà, c'est la passion qui t'anime aussi. En fait, tu peux pas prioriser. Ouais. Tu dis là, j'ai en gros 48 heures, en 48 heures, j'ai géré ça. Ouais. Bon. Okay. Sinon, après, c'est fini. Je pourrais plus. Je vais me laisser déborder parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, tu t'anticipes au maximum. Tu prépares des notes, des choses toutes bêtes, tu vois. Mais quand je voyais qu'il y avait quelques élus qui m'écrivaient sur le même sujet, je voyais 2-3 mails arriver sur le même truc. Je pondais une note et je bombardais toutes les boîtes mail des parlementaires avec la note sur le sujet parce que je savais que ça allait venir. Et comme ça, bon, voilà, je dis mieux vaut que ça soit réglé. Et non, j'avais ouvert un commun aussi avec les services qui puissent venir dans mon ordinateur parce que des fois, j'avais des informations. Eux, au lieu d'attendre des réponses des fois un peu trop longues d'autres administrations décentralisées, voilà, donc c'est vrai qu'on avait aussi fluidifié un max, mais c'est une question de confiance aussi. Oui, bien sûr, le travail d'équipe finalement. Faut que ça tourne, quoi. Faut que ça tourne et que ça aille vite. Et puis après, c'est aussi ton image que tu engages, donc tu as envie de donner le meilleur de toi. Oui, bien sûr. Tu as envie que ta ministre soit appréciée et toi, tu as envie qu'on reconnaisse que la qualité de ton travail. Tu fais bien ton boulot. Donc, on dirait que c'est des valeurs d'humain, c'est bizarre. Oui. Finalement, je suis plus humaine que ce que je pensais. Ah ouais, mais moi aussi, tu me surprends. Merci. Sympa, Alex. Mais tu es une machine. Pour moi, tu es une machine. Je le suis un peu moins, là, je te le cache pas. Ouais, mais... on a un peu calmé le jeu. Mais ça, je vais forcément rattraper un jour ou l'autre. Et du coup, tu restes combien de temps au cabinet? Je suis restée donc 12 mois au sein du cabinet et ensuite je me suis un peu exfiltrée. J'ai continué à faire pendant en gros, je suis restée 18 mois, mais dont 6 mois un petit peu parce que je ne pouvais plus physiquement. Ok. Le manque de sommeil a commencé à se sentir. Sur une épileptique, c'est pas terrible. Il y a eu une fois où je me suis sentie très très mal. Là, j'ai la ministre qui s'est retournée, qui m'a dit non mais Anne, elle me dit vous avez vu rentrer chez vous immédiatement. J'ai bien galéré pour rentrer chez moi alors que j'habitais juste à côté. Là tu à un moment donné tu te dis je peux plus. Je vais trop loin. Tu peux plus donner
le meilleur de toi-même. Ouais. Donc, il faut savoir tirer sa révérence et te dire que, alors, c'est très dur. Ouais. Là, Parce que du coup, tu es investi par la mission, tu imagines que tu as une culpabilité oui, d'abandonner, enfin, pas d'abandonner le navire, mais il y a aussi ce côté sentimental qui prend, émotionnel, qui prend le dessus parce que tu t'es attaché à des gens, à des rencontres, aux personnes qui sont autour de toi. Et c'est vrai que tu sais que le jour où c'est fini, c'est terminé. Ça reviendra pas. Ouais. C'était unique. Et quand tu dis au revoir et que tu remercies tout le monde, bon, bah là, moi, tout comme ma ministre qui avait pleuré quand elle est partie, moi aussi, j'avais pleuré. Pareil, tu t'arrives pas à te retenir, en fait, parce que tu sais que c'est la fin de quelque chose et que ça reviendra pas. Et puis quelque chose d'émotionnellement très fort, en plus. Oui. Et qu'en plus, là, il y avait une forte amitié qui s'était créée entre toute l'équipe. Et encore aujourd'hui, donc 7 ans plus tard, notre première rencontre, oui, d'ailleurs, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 7 ans, j'étais nommée officiellement bel anniversaire de Madame Buzyn. Je sais pas si ça 7, mais un anniversaire. Non, mais voilà, tu vois. Non, mais c'est fou, je viens de tiquer. C'était il y a 7 ans. Donc c'est il y a 7 ans que tu as réveillé tous tes voisins. Quelques jours avant. Ah ouais. Parce que le temps après, tu sais que tu sois nommé officiellement dans le journal officiel, ça met quelques jours. Mais oui, c'était le 23, ouais. Ouais, bah comme quoi. Voilà, c'était le 23 et oui, tu sais que c'est voilà. Mais ça après, donc quand je suis partie à la Commission européenne, à faire mes missions à l'international, et je suis partie donc 30 mois en Jordanie pendant Covid. Sur santé sécurité au travail, j'avais bien choisi. Mais effectivement, un peu le chat noir quand même. Hein. Ouais. Mais écoute, en même temps, t'apprends tellement dans ces moments-là. Bon, puis je te dis, comme toi, une grande solitaire à la base, ça m'a pas posé de soucis. Ce qui m'a posé des soucis, c'était pas d'avion pendant 10 mois, des parents dans un âge un peu sensible pour Covid à ce moment-là. Tu te dis, bon. Donc de ce fait, je l'ai harcelé au téléphone. Vous mettez bien votre masque, vous ne dérangez rien dans la maison. C'était assez. Mais vous douchiez à la solution hydroalcoolique. Ah mais vous nettoyez tout. Enfin c'était. Mais bon, là aussi ça a été une fabuleuse expérience, des rencontres. Voilà, moi j'interviens en Afrique, dans le Caucase et le Middle East. Et pareil, en fait, c'est émotionnellement c'est très fort et bon après comme tu mets ta vie personnelle de côté, il y a quelque chose en fait en fait, tu dupliques quelque chose qui est pas forcément bien finalement. Je me dis maintenant quand j'y réfléchis, c'est que c'est toute l'affection que tu n'as pas, on va dire d'un point de vue d'une relation personnelle. Ben, en fait, tu la trouves à travers ces gens qui te rendent au centuple. Le fait que tu sois là et que tu donnes de ton temps et de ton... Ouais, que tu t'intéresses à eux. Et de ce fait, oui, en fait, tu te nourris de cette affection, si je peux dire, ou cette attention, cette émotion. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément très bien. Voilà. Je ne vends pas que du rêve. Mais du coup, on reviendra à ça après, mais comment se fait la bascule entre du coup le ministère et l'Europe? Eh ben, écoute, c'est quelqu'un qui m'avait contacté, pareil, sur le réseau LinkedIn en me disant « Ouais, votre profil nous intéresse. Est-ce que vous ne voudriez pas faire des missions à l'international ?» Moi, je dis « Tiens, c'est vrai que bon, j'avais bien donné au niveau national. T'as un petit peu envie de faire une coupure. » Et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» Et puis, ce serait peut-être l'occasion pour moi d'apprendre encore de nouvelles choses. Ouais, bien sûr. Et ma première mission, c'était en Azerbaïdjan. Je m'étais fait défoncer sur les réseaux. Ouais, vous n'avez pas honte d'aller dans une dictature, machin truc. Je dis, écoutez, moi, je suis pas là pour faire de la politique. J'interviens sur de la protection sociale pour développer l'assurance maladie. Non, mais pour que ce soit clair pour les gens, en fait, c'est quoi ton rôle là quand tu te déplaces? Alors, donc, je suis experte en protection sociale à la Commission européenne ou pour l'Agence nationale d'expertise technique, donc Expertise France, donc qui est sous co-tutelle du ministère de Bercy et du MAE, du ministère des Affaires étrangères. Donc là, c'est que des agents de l'État qui peuvent intervenir. Et donc, si tu veux, j'interviens sur des sujets, des projets. Alors, ça peut être du court, moyen, long terme. Il y a différents programmes. Et je vais aider à la mise en place de systèmes de retraite, d'assurance maladie, développement de sécurité sociale, de gestion hospitalière. Dans chaque projet, tu vas avoir différentes composantes.
Par exemple, en Jordanie, c'était le développement de la santé-sécurité au travail. Donc, j'étais la directrice du jumelage, du twinning européen. On avait 1,5 million de budget d'assistance technique qu'on offrait donc, aux Jordaniens. Donc là, c'est que des experts agents des États. Nous, en France, on aime bien faire intervenir nos collègues d'autres pays. Donc, j'avais des Italiens, j'avais des Lituaniens et des Autrichiens dans mon équipe et des Français, bien sûr. Et donc, on a aidé donc, la sécurité sociale jordanienne à développer d'un point de vue gouvernance, finance, IT, formation et réhabilitation. La branche. Donc, c'est pas du tout une mission politique, c'est vraiment une mission d'aide à la population, quoi. C'est de l'assistance technique, d'aide au développement en matière de protection sociale. Okay. Donc, on n'arrive pas avec un chèque, on arrive avec nous. Avec des compétences. Nous, voilà. Et le but, bien entendu, c'est pas de faire du copier-coller, c'est d'utiliser nos connaissances, de s'imprégner du contexte socio-économique local, de la culture locale, et d'essayer de voir différents scénarios avec nos homologues des autres pays, les bénéficiaires que nous avons, comment on peut arriver à développer au mieux et toucher les populations, bien entendu, les plus vulnérables, avec des niveaux de secteur informel qui sont très variables. Si tu prends la Côte d'Ivoire ou le Congo-Brazzaville, tu es entre 75 et 90% de secteur informel. Jordanie, Maroc, tu es plutôt sur 45%. Donc voilà, le but aussi pour nous, c'est d'enrôler les gens, arriver à toucher les populations. De les enrôler, de les intégrer dans un système de sécurité sociale, de protection sociale. Donc, il faut aller les chercher à la source, j'ai envie de te dire. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, souvent, on fait par région pilote et secteur professionnel. Donc, en Jordanie, par exemple, on avait, avec la sécurité sociale, on avait commencé à enrôler les agriculteurs. Au début, on avait, en 6 mois, on avait 300 agriculteurs qui étaient à la base à la sécurité sociale. On avait touché que les fermes de plus de 3 salariés parce qu'il fallait travailler avec le cadastre, les municipalités, le ministère de l'Agriculture. Enfin, ça demande quand même beaucoup d'acteurs et de recensement. Et on était passé quand même, la sécurité sociale, la sécurité sociale jordanienne était passée de 300 à 18 000 personnes en 6 mois. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah bon ?» Je dis oui, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 18 000 familles qui bénéficient, qui sont protégées. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, autant te dire que le chiffre a bien augmenté. Mais c'est ça qui est formidable. Dernièrement, pareil, j'ai vu mes collègues ivoiriens qui sont venus qui étaient sur Paris et qui m'ont dit, parce que j'avais rédigé avec 3 autres collègues la stratégie de protection sociale pour la Côte d'Ivoire, avec eux bien sûr, et qui m'ont dit on a fait passer dans la loi même la lutte contre le non-recours que tu avais proposé. T'es super content en fait. Tu dis ah tiens, il y a un petit bout de moi. T'as œuvré pour le bien commun quoi. Ça te touche quoi, puis que les gens toi tu gardes en plus le lien avec les gens. Quand je suis partie parler de Jordanie, tous les jours pendant 15 jours j'ai eu un cadeau. C'était mais je suis partie, mais je m'étais vidée mais pendant 15 jours en larmes tous les matins. C'était pareil, tu vois, en Géorgie, j'interviens depuis 3 ans, mais j'y vais que 4-5 jours sur tabac. Je les aide sur tout ce qui est tabac et contrebande et produits connexes. Première fois, c'était en visio parce que c'était Covid. Deuxième fois, j'avais passé donc 4 jours d'atelier à les former. J'avais un cadeau. Quand je suis revenue la 2e fois, pareil, alors j'étais avec une collègue et j'avais encore un autre cadeau. Et tu te dis, qu'est-ce que ces gens sont gentils en fait. Donc, il y a un peu de tout, tu vois, il y a cette excitation d'apprendre encore et toujours, de transmettre, de recevoir parce que tu apprends des autres et puis tu te remets en question parce que dès que tu rentres chez toi ou dans ton hôtel, ça cogite, ça ne s'arrête jamais.
Et donc, en fait, tu es, voilà, en quête. Ouais, tu es stimulé permanent. Enfin, et si tu veux, ça, c'est aussi un peu mon côté universitaire qui ressort de cette formation universitaire. C'est-à-dire que tu es toujours en train de chercher tout le temps. Il faut que tu ailles toujours plus loin. Il faut que tu gratouilles un peu par-ci, par-là. Aller voir s'il n'y a pas un trou à combler. Là, voilà, tu peux pas t'en empêcher. Et donc, tu es vraiment nourri. Et en plus, tu es nourri aussi émotionnellement. Et ça, c'est extrêmement riche. Pourtant, tu vois des choses très dures. Hein. Il y a des fois où j'ai attendu de monter dans le van pour pleurer parce que j'ai vu des choses absolument ignobles. Mais c'en est presque addictif, en fait. Et à un moment donné, mais voilà, pareil, à un moment donné, il y a ton corps aussi qui te dit 48 déplacements en 52 semaines, ça fait beaucoup. Non, mais ça, j'ai envie d'embrayer sur la question suivante, c'est comment tu trouves ton équilibre entre vie pro et vie perso. Non, mais oui, mais. Il y en a pas. Il y en a pas, ouais. Il y en a pas. Bon, là, j'ai un petit peu calmé le jeu depuis quelques temps parce que là aussi, je me suis fait rappeler à l'ordre par mon corps, voilà, qui te dit, t'es bien gentil, mais là, non, c'est plus possible. Tu le vis pas très bien, voilà, parce que tu crois que tu vas encore pouvoir tirer encore un peu. Et puis, tu as envie de tirer, donc c'est ça qui est. Bah ouais, mais là, tu vois que ça marche plus. Donc, tu vois que ça suit plus. Donc, pareil, là aussi, tu fais un gros travail sur toi et tu dis, bon, je peux toujours être utile tout en étant un peu plus raisonnable. Voilà, tu as exactement les bons mots. Et en étant moins présente, forcément. De toute façon, il y a des gens formidables partout. Anne Beignet, elle n'est pas irremplaçable. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, heureusement qu'on peut compter sur plein d'autres gens. Et je me dis, bon, voilà, maintenant, je pense que voilà, ça fait 15 ans que je donne. En voyageant un petit peu quand même, en venant de mon île, en voyageant après un peu partout. Bon, là, je suis plus dans une réflexion. C'est quoi les projets de demain pour toi? Écoute, alors, déjà, si tu le sais, et deux, si tu veux en parler. Il n'y a pas d'obligation. Bah, écoute, là, j'ai toujours mes missions à la commission. Là, on prépare pour l'Ukraine. Mais sinon, là, j'ai des postes d'experts techniques internationaux, donc ce qu'on appelle les ETI, au niveau du Quai d'Orsay. Ça t'intéresserait bien. Voilà, il faudrait que je reparte. Donc, ouais, t'as du mal à décrocher. Ouais, mais toi, la sortie d'un cabinet, c'est violent. Un retour d'expatriation, c'est violent. Mais après, en fait, alors, autant le cabinet, non, j'aurais pas envie d'y retourner parce que c'est trop personnel. Pour moi, il faut avoir vraiment une cohésion, une fusion parfaite avec la personne pour qui tu travailles. Mais c'est pour moi, encore une fois. Toi, t'en as besoin. Moi, j'en ai besoin. Mais ces missions de terrain, mais c'est... Ouais, c'est une addiction, quoi. En fait, tu en as besoin. Je comprends, moi qui m'ont passé militaire, c'est toujours ce truc de la mission, ça te manque. T'as du mal, c'est une horreur. Après, ta vie change et je suis tellement persuadé qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Oui, voilà, mais bon, le temps passe vite aussi. À un moment donné, tu dis, oh là. Bon. Même si dans la tête, j'ai l'impression d'avoir 25, 30 ans, mais non, je les ai plus, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir revenir en arrière. Mais oui, bah, tu fais ce travail un petit peu en me disant, bon, je vais essayer de réduire déjà un peu la voilure tout doucement, profiter un peu, me soigner aussi parce que il fallait un petit peu. Et puis voir voilà, là où j'ai envie d'aller. Et donc, c'est vrai que bon, il y a tous ces bouquins qui m'occupent. Là, on lance le 3e opus donc chez LEH. Donc après, innovation et management, innovation et communication. Donc, on a fait le lancement tout à l'heure. Donc, normalement, on devrait vous proposer dans 2025 pour Santé Expo, innovation et prévention en santé. Voilà. Donc, c'est aussi des moments où ça me permet quand même d'être occupée intellectuellement. Parce que ça aussi, c'est un besoin d'être occupée et d'essayer de proposer et de montrer tout ce qui se fait de bien sur le territoire, que ce soit en métropole comme dans l'outre-mer, et que ce soit inspirant pour certains qui ont peut-être besoin
d'avoir des exemples concrets sous les yeux. Et la prévention, tu touches vraiment tout l'écosystème. Donc là, tu touches les élus, tu touches les acteurs de santé, les professionnels de santé, les institutions, le national, le territorial, les usagers. Oui. Vraiment, là, tu touches toute la sphère qui est énorme. Et je pense que... Voilà, je pense que c'est management, communication, c'était super, mais c'est ce que je disais aux éditions LEH. Mais mettons tout ça au service de la prévention. J'ai maintenant, rentrons dans le dur, parlons vraiment santé. Voilà. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'en avais parlé à Yann Bubien et à mon ancienne ministre, Mme Buzyn, qui m'avait dit mais vas-y, écris à l'éditeur, c'est bien, parce que je n'osais pas. Et ça a été très bien accueilli et Yann Bubien a accepté de m'aider dans cette tâche. Donc, je suis super contente parce que... Félicitations, un nouveau projet. Écoute, oui, j'espère en tout cas qu'il sera à la hauteur voilà, parce que c'est un sujet, je suis de prévention, voilà, qui te tient à cœur. Qui me tient à cœur depuis des années et des années. Et surtout quand tu viens en plus d'un milieu insulaire, où tu as pu voir, constater des choses... Tu as été sur le terrain en tant que militaire, donc toi aussi, tu as connu des choses. Donc oui, voilà. Donc, tu t'occupes aussi différemment, mais de manière tout aussi enrichissante, tout en restant un petit peu plus calme. Voilà. Mettant un peu le corps au repos, ça fait pas de mal. Voilà, mais l'esprit est toujours actif. En tout cas, il a l'air très, très actif. C'est peut-être le problème. T'as pas quelque chose pour me... Si, j'ai plein de choses, mais on fera ça après l'entretien. Ah bon, d'accord. Parce que pourtant, je fais du yoga, j'essaye de faire des choses pour... mais je... mais... Je sais pas, bon, en même temps, il y a des gens, on est comme ça, il faut qu'on réfléchisse. Non, mais oui, j'ai découvert le terme de slasheuse. De slasher, c'est les gens qui cumulent les activités. Je pense qu'on rentre un peu là-dedans. Hein. Oui, non, puis des fois, il y a une mauvaise vision. On pense que cumuler veut dire que tu fais pas bien parce que tu fais trop de choses. Je pense que voilà, tu as des gens qui savent très bien arriver à cumuler tout en disant je cumule ça parce que je sais que je vais pouvoir bien le faire. Si je peux pas, j'accepte pas. Donc, mais oui, après, toi, enfin. Sachant que moi, j'ai un métier, quand j'ai des missions, elles viennent se rajouter à mon métier. Hein, donc là, c'est soit je prends sur mes vacances, soit je prends sur mes soirées, soit je prends sur mes week-ends. Mais c'est un choix personnel. Et voilà. Mais c'est vrai que t'as du mal à dire non. Quand t'es en vie et que t'es motivé, t'as toujours du mal à dire non. Hein, et puis tu vois, quand on te dit oui, mais c'est toi qu'on a demandé. Là, bon, d'accord. Non, mais c'est le système de la santé, c'est vrai qu'on a tout de suite tendance à penser, et c'est bien normal, aux professionnels de santé, mais c'est ce que je dis, en fait, on est tous des professionnels de la santé, même sans être soignant. Infirmier, même, bien sûr. Je suis pas soignante, je suis patiente, moi, voilà, je suis une patiente depuis toujours, mais je me considère comme une professionnelle de la santé, parce que je pense que chacun a sa place. Voilà. Je ne suis pas une soignante, mais je sais mettre en place des mesures qui vont permettre aux soignants de mieux, faire leur travail, de mieux accompagner les patients. Et je pense que on est tous interdépendants. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on ne perde pas ce fil conducteur et ce lien qui nous lie, qui nous lie vraiment ensemble, et qu'il n'y ait pas cette dualité côté technique, administratif et soins. Que ce soit prévention, on a besoin de toutes les échelles. On a besoin de tout le monde au bon moment, voilà, et dans les bonnes proportions. Voilà. C'est sûr qu'il ne faut pas trop d'administratif et pas assez de... Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Placer le curseur là, il doit être. On va arriver au bout de notre échange. Ça va, je t'ai pas... Non, c'est parfait. C'est parfait. Tu as supporté mais c'était très très bien. C'était très très bien, tu vois, j'ai même t'en demander un petit peu. Est-ce qu'avant de partir, tu aurais une anecdote à nous partager, un truc qui t'a marqué, un truc que tu as vécu, qui t'accompagne encore aujourd'hui et auquel tu repenses et qui influe ta pratique? Honnêtement, il y a plusieurs rencontres. Attends, il y a beaucoup de choses.
Je vais revenir finalement sur ce que je t'ai dit au tout début. Ouais. Alors, il y a mes parents et ma maman, parce que bon, comme elle ne travaillait pas, elle s'occupait beaucoup de moi. Et aujourd'hui, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes parents. Ouais, bien sûr. Avec ma maman, bien sûr, mais mon père aussi, et tous les deux, qui m'ont toujours soutenue. Mais c'est mon épilepsie, en fait. Ouais. Ça a été... un révélateur et un moteur. Ça m'a fait souffrir, parce que j'étais pas comme les autres. Et en fait, j'ai voulu montrer que j'étais comme les autres, voire même mieux que les autres. Mais ça, c'était quand, j'ai envie de te dire, quand j'avais une vingtaine d'années. C'est pas que je voulais faire payer finalement les méchancetés qu'on avait pu me dire en me disant t'es qu'une folle, ou tu feras rien de ta vie, ou parce que j'étais pas comme les autres, j'apprenais pas de la même façon, j'enregistrais pas les informations de la même façon. Enfin voilà, on est tous différents, et tu sens que tu gênes, voilà, parce que tu rentres pas dans le moule. Tu rentres pas dans le moule. Voilà, tu sens que tu gênes. Et finalement, c'est vrai que ça a été un moteur, tout comme bon, les traitements fonctionnaient pas. À un moment donné, j'ai dit à 12 ans, j'ai dit stop, genre, je veux plus, là, je suis épuisée. Enfin, ça me faisait faire plusieurs crises dans la journée. Vraiment, j'ai dit et mes parents m'ont soutenue en me disant, écoute, on va faire tout ce qu'on peut pour t'accompagner. Et ça a été, et finalement, en fait, cette boulimie de travail, c'est ça qui me maintient. Et quand je relâche, c'est là où la crise arrive. Ouais, donc le travail aussi, ça a une importance, ça te maintient en... Et ouais. Et je me souviens une fois, j'avais une conversation pas très agréable avec des personnes... Pas très agréable. Pas très agréable. Mais bon, dans mon milieu professionnel, et je leur avais dit, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, je les enquiquinais, si tu veux, vouloir toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Là aussi, tu passes aussi pour une enquiquineuse. Hein. Et c'est ce que je leur dis, mais c'est un besoin vital, en fait. C'est-à-dire que si j'ai l'impression que, tu vois, il faut pas que je m'arrête, parce que... et c'est... Oui, donc l'épilepsie, ça a été... à la base, ça aurait pu être quelque chose de très négatif, mais j'en ai fait quelque chose de très positif, et vraiment une force, en fait. Mais c'est pour ça aussi que j'en parle pas spécialement, que j'en ai jamais vraiment parlé. C'est la première fois, Alex. Parce que, pareil, sur l'épilepsie, on est très différents. Tu as des personnes qui ont besoin d'être traitées parce qu'elles peuvent pas faire autrement. Et chacun, en fait, pareil. Mon exemple... Puis c'est une maladie qu'on comprend encore mal, en fait. Hein. C'est pas... en fait, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a autant d'épilepsie que d'épileptiques. Voilà, oui. Donc c'est pour ça, j'ai jamais vraiment voulu parler de ça, parce que je pense que c'est comme quelqu'un qui est en rémission. Tu vois, tu vas vouloir lui faire une activité physique, ils sont au même stade, mais il y en a un qui va y arriver et l'autre qui va pas y arriver. Et si tu commences à te comparer, tu vas te déprécier en te disant mais pourquoi lui il y arrive et pas moi. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment voulu en parler, parce que je pense qu'on est très différents. La façon dont on prend les choses, moi c'était mon caractère et sans doute ma personnalité. Voilà, ça... Puis tu n'avais pas envie d'être identifié comme ça, non, quoi. D'ailleurs, là où je me suis épanouie, c'est à l'université, parce que j'étais une inconnue. Parce qu'on me voyait pas dans... Toi, tu viens, tu es en amphi. Ouais, t'es une parmi tous les autres. Tu viens, tu t'en vas, tu prends ton cours, tu t'en vas. On vient pas on va pas te suivre. On va pas te demander de compte si tu fous rien, ou si voilà, tu es à l'université. T'es grand, tu te débrouilles. C'est ça, tu te mets des coups de pied aux fesses, ou tu t'en vas, quoi. Et c'est là où, en fait, l'université, pour moi, ça a été la révélation. Tu t'es révélée, Là, je me suis sentie, en fait, oui, j'étais une... Je me disais, je peux débuter quelque chose de nouveau. Voilà. Sans toutes les horreurs que j'avais pu entendre auparavant. Et là, ça a été... c'est là que ça a commencé à... Parce que j'ai pu m'épanouir tout en restant, on va dire, dans un... Voilà, ma mère me déposait, venait me chercher. Dans ta bulle de confort, quoi. C'est ça, D'où le fait que j'ai voulu rester sur mon île, au début. Ah, mais tout se comprend. Voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'était super intéressant. J'ai passé un super moment. Tant mieux. J'espère que toi aussi. Oui, écoute, je me suis surprise à divulguer des infos que, bon... Donc, j'espère que ça trouvera écho auprès de certains. J'ai aucun doute, c'est hyper intéressant. Merci en tout cas pour ton invitation et ta confiance. Merci à toi et à ta confiance pareil, et à très vite. À très vite, Alex, parce que sur des bouquins ou sur autre chose. Hein. Ouais, c'est sûr. Merci pour tout. Bonne soirée.